That I can be a voice for those girls who might not have a voice in a different way without showing myself off with my brain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imaginer un pitbull en jupe? What? Vous marchez là dans la rue ou dans un parc et derrière vous voyez un petit animal courir avec ses grands crocs et sa petite jupette. Il s'approche de vos fessiers. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez ou vous rigolez? Non mais vous êtes d'accord avec moi, l'image est quand même incroyable. La dichotomie entre le pitbull bien féroce qui est prêt à tout bouffer sur son passage et la petite jupe qui à une autre époque faisait référence à une sorte de féminité ou alors à une sorte de douceur. Le tout mis ensemble, ça donne un truc qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de décrypter et que d'ailleurs tout le monde connaît parce que vous connaissez absolument tous le pitbull en jupe du rap. Elle a gagné Grammy, BET, MTV Music Award. Il n'y a quasiment aucune récompense que Eve n'a pas eu. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque où l'esprit hip-hop dominait le game. Chaque rappeur, chaque rappeuse était censé avoir sa propre identité et la gladiatrice Eve incarnait la sienne jusqu'au bout de ses ongles. Son identité jusqu'aujourd'hui est même imprimée sur son corps parce que l'emblème de Eve pour toute une génération, ce sont bien sûr les pattes de chien qu'on trouve entre ses seins. Le pitbull en jupe, on vous a dit. Et pourtant la vie est bizarre. Eve est sans doute une des rappeuses les plus sous-estimées de sa génération par la nouvelle génération parce qu'on ne la voit pas, elle n'est pas beaucoup citée et son impact est plus ou moins effacé dans le game parce qu'elle n'a pas réussi l'équation de l'industrie du disque et qu'elle a peut-être trop bien réussi l'équation de sa vie personnelle. C'est ce qu'on va décrypter dans cette vidéo pendant que vous likez, pendant que vous commentez, pendant que vous vous abonnez à la chaîne et pendant que vous vous abonnez sur mon Instagram. Et est-ce que Eve a été victime de sa jalousie des autres rappeuses, de sa hargne face à ses collègues? A-t-elle été victime de la sextape, victime de sa mésentente avec Dr. Dre? Ou alors n'est-elle pas simplement victime d'elle-même? C'est sans doute l'un des flows les plus reconnaissables de toute l'histoire du hip-hop féminin. Il est carré, il est bossy, il est précis. Et en étant carré, il est un peu rond quelquefois. Et plus le temps va passer, plus il va devenir même un peu huppé. Et chaque fois que Eve pose sa voix, même dernièrement sur l'album de Doja Cat, vous savez que c'est elle. Tout ça à l'instar de Rome ne s'est pas fait en un jour. On repart au début des années 90 dans les rues de Philadelphie. Et on va tomber sur la petite Diane Coopers et son groupe d'amis en train de faire des vocalises. Parce qu'à la base, Eve qui sort d'une famille plutôt démunie, fait ses classes dans un groupe de chant et c'est le jour où le manager finit par leur dire qu'elle devrait switcher sur le rap pour avoir un peu plus d'emphase dans le game, qu'elle commence à le faire et elle a une telle rage, une telle envie chaque fois qu'elle pose ses rimes qu'elle va devenir une incroyable rappeuse de battle alors qu'elle n'a pas encore 16 ans. Elle va enchaîner les différentes battles pour pouvoir imprimer son nom. She was determined that at that point that she wasn't going to live up to nobody's expectations of her. She was going to do what Eve wanted to do. La petite écrit ses textes, elle connaît bien la vie du ghetto qu'elle raconte au fil des battles et quand Lil Kim et Foxy explosent, elle se dit que c'est son moment. Son manager et elle frappent à plusieurs portes mais aucune ne veut s'ouvrir pour elle et c'est là qu'elle abandonne plus ou moins. Elle se dit que ça ne se fera pas pour elle et qu'elle se lance dans une activité un peu plus facile, du moins beaucoup moins en rapport avec le côté pitbull de la chose, à savoir le striptease. Say, look, I could give you a lap dance, but I'm better at rapping. Bon, on n'a jamais eu la version officielle ou la version finale. Selon les interviews, elle a fait 2 mois, parfois elle a fait 1 mois. Elle n'était pas très bonne stripteaseuse et à chaque fois elle leur disait en gros, je préfère rapper. Et donc un jour, curieusement, elle va dire à quelqu'un je préfère rapper et ce quelqu'un c'est un rappeur plutôt connu qui s'appelait Maze et qui va lui dire bon Rabi toi il rappe un peu que j'entende et quand elle va sortir les crocs du pitbull il va lui dire tu n'as vraiment pas ta place là et c'est donc comme ça que Eve va quitter le striptease. Son manager et elle vont refrapper à plusieurs portes. Elle va avoir l'occasion d'enregistrer une démo pour Dr. Dre qui va immédiatement la signer chez Astronaut Records. Il va aimer son élocution, sa force, son envie de tout détruire parce qu'effectivement le premier nom de Eve
c'était Eve of Destruction. Et ce jour-là va commencer l'une des relations les plus twisted, mais les plus importantes de toute la carrière de Ivy, sa rencontre avec Dre. Au début, il est super excité par le projet, mais plus les mois passent, plus il se lasse et surtout, il va y avoir Eminem. Il signe Eminem et d'un coup, elle passe au second plan et au bout de 8 mois, elle finit par se faire virer, ce qui va être vécu comme un drame absolu pour elle. Elle sort du striptease, elle signe avec Dr. Dre. 8 mois après, alors qu'elle était prête à sortir son album et aller bagarrer avec les autres rappeuses, on la vire et clairement, elle ne sait pas qui mordre. Surtout que c'est à cette même période qu'elle se fait ses fameux tatouages lors d'un pari avec son ami qui lui dit: est-ce que tu es vraiment une pitbull en jupe? Si tu l'es vraiment, est-ce que tu peux le marquer sur ton corps? Elle lui dit: laisse-moi faire, je vais le faire. That's it. Et ce petit truc-là va aussi l'aider pour l'une de ses prochaines rencontres parce que quelques mois après, Ivy va devoir postuler pour le Rough Riders. Avec DMX, Dragon et tous les autres, on cherchait une rappeuse féminine et pour pouvoir intégrer cette équipe de rappeurs de la rue très street, il fallait battle avec chacun d'entre eux. Ce que Ivy va arriver et comme elle avait l'habitude de réussir ses battles, elle va les impressionner avec son petit accent de Philly, son petit côté extrêmement ghetto mais totalement assumé. Et c'est comme ça qu'elle va devenir la First Lady of Rough Riders. And Rough Riders is pretty much, you know, we ready to take over the industry, you know what I'm saying? Nous sommes en 99 et l'image de Ivy est hyper importante. D'ailleurs, si vous faites attention, l'image que je vous décris et sur laquelle j'insiste depuis le début de cette vidéo est peut-être totalement à l'opposé de l'image de la Ivy que certains d'entre vous ont, qui est beaucoup plus polissée et beaucoup plus lisse aujourd'hui. Toutefois, en 99, sur son premier album, c'est la rappeuse principale d'un groupe extrêmement street et qui du début à la fin ne raconte que la street avec deux axiomes. Un côté moralisateur et engageant sur des titres comme Love is Blind qui parle certainement encore à beaucoup de femmes qui ont subi des violences conjugales et en plus l'histoire était extrêmement touchante. C'était sa meilleure amie qui avait subi des violences conjugales et elle le racontait alors qu'elles étaient encore très jeunes. Hey yo, I don't even know you and I hate you. Ivy faisait les plateaux télé pour parler de ça, pour parler à de nombreuses femmes qui vivaient souvent dans la précarité et qui étaient donc sujets parfois à des violences conjugales. We were in high school and she was in love. Et le côté, vu que c'est une rappeuse, I'm that bitch, ego trip, il ne faut absolument pas vous amuser avec moi. Je mords et je mords fort. C'était d'ailleurs le cas sur le tout premier single, la chanson sur laquelle on va la découvrir, qui s'appelait What Y'all Want, et où elle répète encore une fois qu'elle était donc cette fameuse pitbull en robe. Let There Be One Eve, le premier album, va avoir un gros succès. Il y a une effervescence autour d'elle qui a aussi été bien préparée. Elle a eu un remix avec Blackstreet et Janet Jackson. Elle a été sur The Roots. Elle sort son album et il y a aussi un autre tube, Hot Boys, avec Missy Elliott. Elle a cette coiffure identifiée bien à elle et elle incarne toujours ce personnage de la fille du ghetto avec son accent très marqué. Elle en joue d'ailleurs sur certains sketchs avec DMX. C'est vraiment tout un personnage, tout un truc global qui est vendu. C'est l'apôtre du ghetto, c'est l'apôtre d'une certaine façon de voir la rue et de raconter la rue dans sa jeunesse, qui vous est montré sous les beats principalement à cette époque-là de Swiss Beat. Au début de l'année 2000, elle devient un des poids du rap féminin. Et bien sûr, comme elle commence à avoir cette position-là, il commence à y avoir des rivalités. Et la première avec laquelle elle se clash, bien évidemment, c'est bien sûr Foxy Brown. Elles se connaissaient en gros depuis 97, mais elles vont se bagarrer en 99 parce que Foxy Brown va accuser Ivy d'avoir fait leaker l'information selon laquelle elle aurait eu une petite aventure avec DMX et trompé son copain de l'époque qui était le rappeur Corrupt. Une histoire qui était plus ou moins totalement banale va entraîner un clash qui va durer quasiment 4 ans et nous allons faire une vidéo entière sur les clashs du rap féminin parce que des fois c'est hyper drôle et des fois c'est aussi un peu triste. Mais Foxy Brown dans sa lignée, c'est vraiment en termes de clash la mère de Nicki Minaj. C'est à dire que quand vous voyez ce que Nicki Minaj faisait ces jours là sur Twitter,
pour moi ça m'a fait sourire parce qu'elle est comme Foxy Brown. En fait, vraiment ils ont la même manière de penser la vie. Et ce clash entre Foxy et Ivy, surtout que Foxy comptait encore un peu à l'époque, va donner encore plus de presse et encore plus d'ampleur au personnage de Ivy, même si en 2000 va sortir un album qui va aussi être un autre shift pour le rap féminin, à savoir Notorious Kim de Lil Kim. En fait, Notorious Kim, c'est intéressant parce que maintenant qu'on a 20 ans de recul, on pourrait en faire un film sur la capacité d'une rappeuse qui était donc hyper ghetto à devenir très mainstream sans perdre sa capacité à rester très hood. C'est-à-dire que à partir de Notorious Kim, quand vous écoutez l'album, vous voyez tous les visuels. Lil Kim n'est plus du tout dans le ghetto. Toutefois, elle réussit encore, et c'est ça qui va être très particulier, à parler au ghetto. Et quand on voit comment Ivy qui avoue être une fan de Lil Kim, et d'ailleurs quand on écoute Love is Blind, la manière dont elle pose, la manière dont elle essaie de faire certaines rimes, c'est encore très Kim. Elle va prendre son flow au fil du temps. En fait, il y a plein de choses assez diverses dans le personnage de Black Barbie de Lil Kim. C'est à la fois la femme sexy qui s'assume totalement, c'est la femme fatale, c'est la meuf du hood qui serait prête à tout pour son homme, même à tuer, c'est la mère maquerelle. Il y a plein de choses qu'elle réussit à écumer et qui vont en réalité servir à plusieurs rappeuses. C'est-à-dire que plusieurs rappeuses vont prendre un des personnages, mais ce qui est intéressant avec Kim, c'est qu'elle réussit à rassembler tout ça et à le porter en une seule personnalité sur le mainstream. C'est donc là que de fait, au début des années 2000, elle rebat les cartes parce que tout le monde se dit, mais en fait il faut absolument qu'on upgrade nos différents personnages. On ne peut plus se contenter de rester strictement dans la street. Et c'est donc comme ça qu'en 2001, 2 ans après son premier album, mais finalement quasiment 1 an simplement après son gros succès, Ivy se rebat, elle change de coiffure, elle a les cheveux totalement rouges, elle crée un concept, le concept du scorpion qui va totalement avec sa coiffure et son signe astrologique. Elle garde cet univers très ghetto dans la manière dont c'est présenté, mais au niveau du son, ils vont commencer à faire un changement. Le son de Swizz Beatz pour Ivy, ce sont des productions souvent très grandiloquentes, très street, avec souvent une impulsion de guitare sur lequel son flow passait super crème, mais à chaque fois sur les refrains ou les hooks, elle avait besoin d'une chanteuse ou des refrains chantés. Ils vont garder ça parce que c'était la formule du premier album, mais pour pouvoir la faire passer en mainstream, elle ne va plus faire de hood anthem, elle ne va pas faire de sex song, mais elle va faire des party records. C'est-à-dire que d'un coup, quand vous voyez par exemple la pochette de Scorpion, si vous la rencontrez dans la rue, vous êtes d'accord avec moi que vous allez quand même avoir un peu peur en fait. Même les gars là, je sais que quand on marche dans la rue et qu'on tombe sur quelqu'un d'un peu chelou, si on tombe sur cette photo là, cette meuf là, on va baisser la tête, on ne va pas avoir le eye contact. Parce que si c'est que s'il y a le eye contact, tu sais pas ce qu'elle peut te faire. On dirait une vraie petite badass bitch. Et donc en gardant cette imagerie très Rough Riders, ils vont faire des tubes beaucoup plus mainstream dans l'idée, des chansons où on danse, parce que si tu rencontres le criminel dans la rue, t'as pas envie de rigoler avec lui, mais s'il organise une soirée, t'as bien envie de participer. Et c'est donc comme ça que Ivy va faire sa transition mainstream avec les party records, les chansons pour faire la fête. Et la première, c'est donc le fameux Who's That Girl? Je vous ai tout dit là. Si vous écoutez Who's That Girl, si vous connaissez la chanson, vous avez vu ma description, c'est exactement une tentative de crossover. Elle garde les refrains chantés, mais là c'est un peu plus enfantin et plus engageant. C'est la chanson sur laquelle vous dansez avec la gangsta, elle vous dit de répéter son nom et vous êtes content de le faire un peu à tue-tête. Et bizarrement, et c'est vraiment l'un des points fondamentaux de la carrière de Ivy, Who's That Girl va cartonner partout dans le monde. Ça va être un immense succès en France et ça va avoir de la peine à très bien fonctionner sur le public urbain américain. En fait, les radios américaines urbaines ne vont pas énormément soutenir cette chanson qui était très différente en réalité de l'idée qu'il se faisait de la première Ivy. C'était beaucoup plus dans la représentation de la fille qui raconte l'histoire du ghetto. Ce n'était pas encore dans les party records et finalement la chanson va avoir sa grâce sur le très long terme. Mais à sa sortie, elle n'est que 47e aux États-Unis et c'est le second single de l'album qui s'appelle donc Let Me Blow Your Mind et qui était donc un retour avec Dr. Dre en studio pour encore une fois une chanson beaucoup plus crossover. Et cette fois-ci, on avait donc carrément une chanteuse pop qui s'appelait donc Gwen Stefani. Le combo parfait, une instru à la fois street et un refrain sur
Sur ce titre qui va gagner un Grammy, elle clash d'ailleurs Foxy Brown et Lil Kim, qui lui répondra sur le fameux Came Back For You en rappelant qu'elle était d'abord une stripteaseuse et en lui demandant de retourner vers le striptease. Keep your tacky ways and go back to your stripper days. As long as I'm around, you gon' bow down. Mais ça, c'est le petit sel en plus pour que vous soyez sûr d'être présent et que vous soyez sûr d'être abonné quand on parlera des Clash. Et elle va donc faire son crossover avec ses chansons qui étaient donc pour faire la fête et malgré tout garder un album beaucoup plus hip-hop. On se souvient d'ailleurs de I Got What You Need qui était du pure Rough Riders, qui était beaucoup diffusé sur Skyrock et qui aurait dû être le 3e single. Il se trouve donc qu'en 2001, Scorpion est un gros succès pour Eve. Elle fait 1,5 million d'exemplaires. Elle est invitée par Michael Jackson sur le remix de Butterfly, ce qui est incroyable pour elle à l'époque qui a à peine 3 ans de carrière. Mais justement, Scorpion se vend quand même moins bien que le premier album. Le premier album, avec moins de promos et avec moins de singles mainstream, fait 2 millions aux États-Unis et Scorpion fait 1,5 million alors qu'elle est beaucoup plus connue, beaucoup plus accessible et qu'elle aussi veut changer son image parce que c'est à ce moment-là que tout le monde lui tombe dessus. On lui rappelle qu'elle était une stripteaseuse et Foxy Brown ne se gêne pas partout où elle part de rappeler que c'est une stripteaseuse pour essayer de la discréditer. Mais en réalité, c'était pas censé la discréditer parce que vu le personnage juste qu'elle vendait, c'était même un avantage de raconter que j'ai fait la rue, je connais le striptease, je connais twerker. Elle aurait pu la jouer Cardi B en fait. Sauf que Ivy va tout de suite avoir beaucoup de mal avec ça. Elle va tout de suite rejeter ça en disant justement non, ça a été 1 mois, 2 semaines. Enfin, à chaque fois, elle avait des dates absolument différentes pour cette période de sa vie. Ensuite, il va y avoir la sextape avec son ex Stevie G, le producteur et chanteur, qui va leaker. Et là encore, Ivy va avoir une attitude très polissée, c'est-à-dire qu'elle va pas la jouer en mode pitbull en jupe. Elle va la jouer de façon très diplomate, très mainstream, jusqu'à sa manière de parler. Parce que progressivement, le personnage qui était totalement ghetto du début va commencer à se lisser, va prendre des cours d'acting pour commencer à faire la comédie. Et en 2002, quand elle débarque sur son 3e album qui s'appelait Evolution et qui porte d'ailleurs très bien son nom, on voit qu'elle commence à se détacher de plus en plus des codes très ghetto du début et qu'elle essaie de s'ouvrir, notamment sur le premier single qui a été beaucoup plus love et beaucoup plus dans la tendance du moment, à savoir le sublime Gangsta Loving avec Alicia Keys. Le titre est un succès incroyable et encore une fois, il y a toujours cette espèce de formule où on la retrouve très assise sur les couplets avec des refrains beaucoup plus chantés. Ça cartonne, mais quand l'album sort, on ne peut plus masquer ce qui pouvait être masqué en 2001, à savoir qu'il y a un problème avec le public de Rough Rider et le public de Ivy. C'est-à-dire que progressivement, il la lâche alors qu'elle a des tubes mainstream et on le voit très clairement. Elle fait 2 millions en 99, elle fait 1,5 million en 2001 avec 2 immenses tubes, à savoir Who's That Girl et Let Me Blow Your Mind. Et en 2003, avec encore un très gros tube qui s'appelle Gangsta Loving, elle se retrouve avec un album qui va faire moins de 500 000 ventes et qui va commencer encore moins que le premier. Ce qui voulait dire quoi? Le public très strict du début, très DMXien, qui la voyait s'éloigner, appréciait de moins en moins ce qu'elle était devenue et qui ne ressemblait plus à ce qu'il ressentait à la base. C'était déjà un des débats qu'elle avait avec Dr. Dre lors de la conception de Scorpion et c'est d'ailleurs pour ça que Dr. Dre lui avait fait enregistrer Satisfaction, qui était un titre de Scorpion et qu'elle finit par réexploiter sur Evolution quand elle se rend compte que bon, il faut quand même ramener le hood derrière soi. Au début de l'année 2003, Ivy a toujours son prestige parce qu'elle a eu de gros tubes en single. Mais bizarrement, il y a une fragilisation de sa carrière parce qu'elle n'a jamais aussi peu vendu en termes d'albums. Même si elle fait le disque d'or sur Evolution, on comprend bien que la base fan de Rough Rider progressivement la lâche et elle, ça l'arrange parce que la personne veut de plus en plus se détacher de cette image-là. Elle commence à être plus féminine, elle lance des marques de vêtements et l'acting sur lequel elle travaille lui donne ses premiers rôles. Elle fait barbershop et elle va même avoir, chose qui était totalement exceptionnelle pour une rappeuse à l'époque, sa propre série télévisée qui s'appelait Ivy et qui va passer sur les antennes pendant 3 ans. Là, on se dit c'est un truc de ouf. Elle a réussi pour une rappeuse à venir sur le mainstream et à trouver son espace en étant différente de Lil
Ces années-là vont structurer aux yeux du public l'autre Eve. La Eve beaucoup plus accessible, la Eve qui parlait bien à la télévision alors qu'au début c'était beaucoup plus rugueux. Et progressivement, malgré tout, elle va faire des petits clins d'œil à la musique. Il va y avoir le succès Rich Girl, cette fois-ci sur l'album de Gwen Stefani. Ensuite, on va la voir sur le remix de One Thing avec Emery. Plusieurs collabs, Mary J. Blige, Kelly Rowland, toujours respectés. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces petits couplets cintrés là dans une chanson. En plus, elle a ce truc de se dire, bon, EVE, au vu de ses derniers tubes en 2003, 2002, quand on arrivait en 2005, 2006, ça veut dire que le public pop l'apprécie. Donc, ça fait toujours du bien de la voir quelque part. Jusqu'au moment où il faut donc enregistrer le fameux 4e album de EVE et qu'elle se retrouve à la croisée des chemins. Parce que l'ancien label n'est plus là. Et malgré tout, Dr. Dre, elle, qui a une relation un peu chelou, s'assoient et ils se disent... On va faire quelque chose ensemble, je te signe sur Aftermath Records. À l'époque, vient de signer Busta Rhymes de Game, le retour de EVE chez Aftermath. Plein de gens se disent, ça va être un truc de ouf, je m'en souviens encore. Et en plus, quand elle donne le titre de l'album, c'est trop fort parce que elle dit que l'album s'appelle Here I Am. Et sa première phrase du premier album, Let There Be Eve, c'était Who I Am. Let's talk about who I am. Je ne suis pas sûr que tout le monde va comprendre, mais j'avais trop kiffé et on se dit, il va forcément y avoir une réunion de dingue entre EVE et Dre, surtout à ce moment-là où Dre a vraiment une sorte de renouveau au niveau de son son. Il réimpulse quelque chose dans le game. Ça ne peut que faire du bien à la carrière de EVE. Et on va longtemps le penser jusqu'à la sortie du premier single qui, bizarrement, d'un coup, était une production de Swizz Beatz. Et encore une fois, une chanson dansante, une party record qui s'appelait Tambourine. EVE en 2007 ne veut pas vendre le ghetto. En réalité, ça fait depuis 2001 qu'elle est très contente de partir de ce monde-là parce qu'elle évolue en tant que femme et que ça ne lui correspond pas. Elle ne joue pas totalement sur ces codes-là qui pourtant, comme je l'ai dit, jusque sur son corps sont imprimés en fait. Donc de fait, c'est très particulier d'elle d'avoir un tel rejet pour tout ça. Dre lui dit, moi en ce moment, le son que je fais, ce sur quoi je cartonne avec les gens, est profondément inspiré par cette école-là. Il faut qu'on fasse un album cohérent dans ce genre-là. EVE refuse, c'est pour ça qu'elle sort Tambourine, qui est donc un retour au son de Swizz Beatz, qui est encore une fois une chanson pour pouvoir danser avec la solo gangster, parce qu'en réalité, ce n'est plus du tout une gangster à ce moment-là. C'était revenir aux bases d'un succès qui avait été fait il y a 5-6 ans, ce n'était pas trop mal dans l'idée, mais dès que la chanson Tambourine ne va pas exploser dans les charts et ne va s'arrêter qu'à la 37e place, ça va devenir un véritable drame. Like, it was like shadowboxing with Dre. Like, honestly, every time we went in the studio, it was like, alright, what's up? What's going on? Oui, parce qu'elle signe chez Dre pour pouvoir sortir des chansons qui sont contre l'idéologie de ce que Dre lui conseille. Et d'ailleurs, dans le premier track listing de ce fameux album qui s'appelait donc Here I Am, il n'y a qu'une seule chanson de Dre. Et dans la première critique de l'album qui était sorti, on disait encore que c'était une chanson dansante que Dre lui-même n'appréciait pas de ouf. Donc en fait, finalement, il s'était retrouvé dans un label avec un producteur, un DA, qui n'appréciait pas ce qu'elle faisait. Mais comme elle était une superstar, elle avait quand même la latitude de dire au label, je veux continuer dans cet univers super pop. Et c'est donc comme ça qu'ils sortent l'autre single avec Sean Paul. Ce titre avec Sean Paul va être un immense flop. Un flop tel que c'est la première fois de sa carrière qu'elle sortait un single qui n'entrait même pas au Hot 100 américain. C'est très violent et à partir de là, elle est dans le rouge. C'est comme une primaire d'élection en fait. C'est-à-dire que sa ligne perd sur son propre album. Et comme elle était partie faire plein d'enregistrements avec plein de producteurs du moment, elle avait appelé bien sûr Timbaland, elle avait appelé bien sûr Neptunes. Et rappelez-vous que nous sommes en 2006-2007. Timbaland et Neptunes viennent de cartonner avec Nelly Furtado, Justin Timberlake. Et vous voyez très bien que c'est là-bas qu'elle voulait partir en fait. Elle voulait crossover, elle voulait un peu On the Flowery d'ailleurs. Dans l'album, elle était très fière d'annoncer, enfin je vous pose la question, qu'est-ce qu'une rappeuse qui veut crossover est fière d'annoncer quand elle veut crossover? Qu'est-ce qu'elle est fière de dire qu'elle sait faire? Je vais lire dans les commentaires. Bah bien sûr, elle nous a annoncé que Pharrell m'a fait une chanson où je chante. Ça s'appelle All Night Long. Là, tout de suite, si vous êtes malin, vous comprenez sa ligne.
Vous comprenez exactement ce qu'elle veut faire quand vous entendez Timbaland, Neptune, nous sommes en 2007-2008. Vous comprenez ce qu'elle veut faire parce que c'est exactement ce que Nicki Minaj va faire 2-3 ans après. Le seul souci, c'est que elle et Nicki n'ont pas la même histoire. Et surtout, vous comprenez aussi pourquoi Dr. Dre doit se dire mais c'est qui cette timbrée avec laquelle je dois travailler? Je lui explique qu'il faut qu'on retourne vers le hood parce que c'est ce qui lui correspond le mieux. Et elle veut forcer dans un domaine qui ne lui correspond pas. Cette bataille-là va durer des mois. On va avoir environ 10 dates de sortie pour ce fameux album-là avant qu'à la fin, après avoir travaillé avec énormément de producteurs dans le game et après avoir annoncé l'album une dizaine de fois, on va la envoyer en Europe parce que très souvent, les gens disent que les Américains sont un peu durs. Et justement, avec Ivy, on se disait que peut-être que comme elle avait eu des tubes européens, quand on allait la envoyer en tournée pour pouvoir promouvoir cet album-là en Australie et en Europe, ça se passerait bien. Sauf qu'elle va aller et ça va très mal se passer. Toutes les dates vont être annulées en Australie et on va se dire il n'y a vraiment plus d'écosystème pour elle. Elle n'a pas de stabilisation hyper forte. Et c'est donc comme ça que le label Interscope va décider tout simplement, après quasiment 3 ans de promo et d'annonces, de reports et ce genre de choses, d'annuler le 4e album de Ivy. L'annonce de cette annulation fut très mal vécue et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Nicole Scherzinger parce qu'elles se font virer, leurs albums sont annulés au même moment. Et pour beaucoup de gens, on se dit non mais Ivy, elle est quand même rentable, elle sort toujours des singles qui marchent. Et j'ai toujours pensé que tout ça venait aussi du fait que dans cette ère-là, elle était signée chez Dre. Et que finalement, tu ne peux pas aller chez quelqu'un et au final vouloir faire idéologiquement l'opposé de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il représente. Et encore plus quand ce n'est pas ce qui te correspond le mieux. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire ce que les gars de Aftermath ne faisaient pas. Ça n'a pas marché pour elle, donc logiquement, ils l'ont virée. C'est dans cette même période là qu'elle va rencontrer son mari actuel qui est une espèce de milliardaire londonien et elle va aussi encore une fois lisser son image, c'est-à-dire que dans les interviews et beaucoup de gens se foutaient d'elle au début parce qu'elle va commencer à avoir ce petit accent anglais un peu british qui en vérité, c'est normal. Peut-être qu'elle vivait à Londres, donc de fait, elle adoptait les mœurs et manières. Mais pour les gens qui la voyaient toujours comme une espèce de rappeuse très hood, le fait qu'elle ait autant changé, qu'elle se soit autant lissée, a continué à dégrader le rapport qu'elle avait avec son public. Surtout qu'il faut bien vous comprendre que Ivy, c'est Ruff Ryder, c'est DMX en fait. Quand vous voyez DMX et le fait que malgré tout, jusqu'au bout, DMX a réussi à être l'un des meilleurs vendeurs de toute l'histoire du hip-hop sans avoir des gros tubes, c'est qu'en fait c'est un public qui est fidèle mais qui reste très fidèle à une idéologie de la street. C'est ça en fait. Et donc Ivy, elle la perd parce qu'elle ne veut pas du tout être attachée à ça. Et quand elle revient en 2012 sur son propre label pour pouvoir sortir son propre album solo qui s'appellera Lip Lock, c'est beaucoup trop tard. Et les 2 singles, notamment le premier Shibad, où là elle comprend 4 ans après qu'elle doit faire un clin d'œil à la rue et leur rappeler qu'elle s'est encore kickée. D'ailleurs elle dit dans la chanson que je dois rappeler que je suis encore une vraie kickeuse. Frère, Dre te disait de faire ça il y a 5 ans. Sur le second single Make It Out of This Town, je pense toujours que c'est une des chansons d'elle qu'elle doit préférer parce qu'elle se raconte en fait. Elle raconte l'idée de sortir de la rue et de s'éloigner de cet univers-là pour pouvoir prétendre à une vie meilleure. Elle disait d'ailleurs dans les interviews que c'était les conseils qu'elle donnait à son frère et pour moi en fait c'est comme ça qu'elle se conçoit en fait. Oui, 1000 exemplaires en première semaine, 30 000 ventes en fin de vie. L'album est un échec monumental. Et depuis, Ivy est très certainement la rappeuse de sa génération qu'on voit le plus et quasiment jamais pour le rap. Elle s'est mariée avec cet entrepreneur anglais qui serait milliardaire. Elle enchaîne les séries, elle enchaîne les films et quasiment jamais on ne parle d'elle rapologiquement parlant. Hormis la série Queens là qu'elle vient de faire sur ABC avec notamment Brandy ou encore en 2017 quand Missy les regroupe sur le remix de I'm Better avec Lil Kim et Trina justement. On ne parle quasiment jamais d'elle et ce pour 2 raisons. La première selon moi c'est que le fameux Pitbull en jupe a fini par la bouffer elle-même. Quand elle était une après-adolescente, c'est-à-dire que quand elle était encore très jeune, certainement ce truc-là, elle le ressentait à fond, elle se l'est tatoué, elle l'incarnait jusqu'au bout de ses ongles. Mais aussi très rapidement, je pense que dans son enfance, ayant vécu la dureté de la vie dans la rue, qu'elle exprime de manière très claire, elle a voulu, et on l'a vu très vite s'éloigner de tout ça. Et en plus, ça a marché au début. Mais quand elle s'est rendue compte que le fameux personnage de Pitbull en jupe là restait malgré tout très fort dans le hip-hop,
hip-hop et qu'on lui redemandait de revenir beaucoup plus street, ben en fait, elle a refusé de le faire parce qu'elle n'aime profondément pas ça. Et d'ailleurs, il y avait eu une polémique autour de Nicki Minaj en 2017 parce qu'elle avait dit que pour elle, Nicki Minaj était un mauvais exemple pour les jeunes filles après cette photo-ci dans un magazine. Vous vous rappelez, ça avait fait le buzz à l'époque. Et Ivy avait clairement dit, moi j'adore Nicki Minaj, on a travaillé ensemble sur Barbershop 3 et ça s'est très bien passé. Mais je trouve que quand elle fait ce genre de choses, c'est un très mauvais exemple pour les jeunes filles parce que moi j'ai une carrière et que dès que j'ai commencé à avoir de l'audience, j'ai pensé qu'il fallait que je sois un modèle pour les jeunes filles. A nice person. She's an amazing rapper, and as a lyricist, I respect her as a lyricist. Right. But as a woman, from my point of view, personally, I would not be able to do that. Not that you want to be a role model, but it becomes what you become. It is what you are. That is that I can be a voice for those girls who might not have a voice in a different way without showing myself off with my brain. Beaucoup de gens l'ont insulté, l'injurié, l'a traité de jalouse. Et justement, on lui a rappelé que toi, l'ancienne stripteaseuse qui avait des sextapes, là, c'est toi qui viens parler. Et justement, je trouvais que les gens étaient pas très fins parce que quand elle a dit ça, je pense vraiment pas que c'était contre Nicki Minaj de façon frontale. Elle a dit ce qu'elle pensait, mais c'est surtout parce que c'est ce qu'elle a fait dans sa carrière. Jamais elle n'a exploité les sextapes, le fait d'avoir été une stripteaseuse, alors que justement, ça aurait pu jouer dans son personnage, le fait d'être beaucoup plus sexuel, expliquer ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle devait faire. Elle aurait pu aller encore beaucoup plus loin avec les arguments qu'elle avait en fait. Au contraire, elle a choisi d'être beaucoup plus mainstream et donc quand elle le dit à Nicki Minaj, ce n'est pas peut-être par jalousie, mais c'est plus par rapport au fait qu'elle le ressente vraiment. Vu que même dans ses choix personnels, elle a toujours évité ça jusque chez Dre. Et selon moi, tout ça l'amène à la seconde chose qui pour moi fait son petit bémol dans la zone hip-hop, c'est que le bilan donne une carrière mi-figue, mi-raisin et surtout, elle n'a pas d'album classique. Attention, je suis pas en train de vous dire qu'elle n'a pas de bons albums. Je trouve que en fait le premier Let There Be Eve aurait pu être un classique, mais Scorpion que j'aime beaucoup et Evolution que j'aime aussi bien sont de bons albums de leur époque et le son de Swizz Beatz a un peu vieilli sur certains titres, mais elle n'a pas cet album hyper iconique qui serait Notorious Kim ou alors Il Nana ou alors The Miseducation si on l'inclut dans le hip-hop. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ce truc là. Elle a des albums qui ont bien fonctionné, elle a rapologiquement parlant un très bon flow que tout le monde reconnaît, elle a fait de bons tubes à une certaine époque, mais elle n'a pas marqué véritablement son son avec un album qui aurait pu iconiser tout ça. Et ça donne une position d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas la rappeuse la plus mainstream, parce que Nicki Minaj va venir 2-3 ans après sa tentative d'aller vers ce public-là et va plus ou moins rafler la mise, parce qu'elle ne venait pas du tout du même cercle en oud que Ivy et de la même époque, et aussi parce que c'était beaucoup plus propice au moment où Nicki Minaj le fait à ce que le public adhère. Et de l'autre côté, ce n'est pas non plus l'apôtre de ce rap très hood, très carcan. Et la chose la plus hood, la plus carcan d'elle, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'incarne pas forcément. Et on l'a très bien vu lors du Versus. J'étais d'ailleurs surpris de voir que le Versus avec Trina, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas énormément de monde pour se dire, bon, Ivy en Versus, il n'y avait pas beaucoup de monde pour le buzz que ça aurait dû être. Et en plus, dans le Versus, au niveau de la performance, on voyait très bien que Trina, malgré tout, qui aussi est très peu respectée par rapport à son apport, est toujours une rappeuse. Elle est encore là sur le choc. Et Ivy, malgré tout, est beaucoup plus détachée de ça, en fait. Elle était vraiment là, en exercice scolaire, je fais bien mon petit truc et je rentre chez moi. Elle a plus, enfin, elle a retiré le pitbull. Mais ça reste une de mes rappeuses préférées. Je trouve que son flow est absolument iconique. Mon petit regret, c'est que je trouve qu'elle ne s'est pas assez explorée artistiquement. C'est-à-dire que souvent, elle est un peu restée sur la même formule. Et d'ailleurs, je voyais, il y a 3 semaines, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, je voyais des jeunes débattre d'elle et je les voyais tous écrire « Non mais Ivy is boring, Ivy is boring ». Et en fait, au début, je me suis dit « Putain, comment ils peuvent dire que Ivy est boring mon cœur ». Et quand j'ai lu leurs argumentaires, je me suis dit « Je comprends pourquoi en fait ». Pour eux, comme elle est un peu mimi et qu'ils la voient sur beaucoup de petits couplets par-ci par-là et qu'elle repart, il n'y a pas ce truc full colère, full project. Elle n'est pas dans un extrême ou dans un autre, comme beaucoup de rappeurs peuvent l'être, ou comme l'incarné des Lil Kim ou des Foxy Brown. Donc je peux comprendre que eux la trouvent boring, même si c'est pas du tout mon cas, et que j'aurais espéré qu'elle
pousse un peu plus artistiquement ce qu'elle avait à donner, parce que pour moi, elle avait beaucoup à donner. Et ça m'a d'ailleurs fait hyper plaisir que Doja Cat l'invite dans son album, surtout sur cette chanson-là, parce que c'est un titre que Ivy aurait pu poser. Il y a même la petite guitare là, elle aurait pu la faire la chanson toute seule. Et c'est bien de voir que Doja Cat s'est souvenu d'elle et lui a dit... Voilà quoi. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur la carrière de Ivy. C'est la tante de Cardi B et de Nicki Minaj, parce que comme vous avez pu le voir, elle est passée par le striptease, elle a fait une tentative de mainstream et tout ce qu'elle a fait là a aussi servi à ces filles là pour s'imposer dans le game en fait. Parce qu'on n'aurait pas pu imaginer en 95 qu'il y aurait une rappeuse qui aurait sa propre série télévisée, parce que franchement la meuf elle enchaîne, elle travaille et donc de fait elle a aidé à sa manière à démocratiser l'image du rap féminin. Et je trouve qu'on devrait lui rendre plus d'hommage. Elle a quasiment tous les prix, Grammy, BET, MTV. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compté dans le game, peut-être pas autant que les autres. Je vous ai montré ses erreurs de carrière et aussi ses choix personnels, parce que au-delà de tout ça, je pense que chez elle, la question du choix, de vouloir être quelqu'un et de ne pas être peut-être fixé sur ce que les gens voudraient d'elle ou que l'industrie attendrait d'elle, a énormément compté. Encore récemment, avant que DMX ne meure, je voyais des gens dire oui, mais il faut une réunion de Rough Riders avec Ivy et ce genre de choses, et moi ça me faisait rigoler parce que je me suis dit mais Ivy, même si DMX était encore vivant à ce moment là, c'est plus son monde en fait. Même dans la tournée de Rough Riders, elle récite les couplets certes, mais c'est plus du tout ce en quoi elle est en phase. Moi je l'aime beaucoup, je la suis beaucoup. Elle a fait un podcast récemment qui s'appelait Evolving, toujours dans ce truc de évolution, de se libérer de l'ancienne Eve, et elle a reçu Swizz Beatz et je vous conseille d'écouter cette interview. Parce que moi j'ai écouté, après j'ai envoyé à mon meilleur ami et après il m'a envoyé un truc du genre mais c'est qui cette femme en train de parler, enfin, parce qu'on la connaît bien et en fait elle a plus du tout la même voix, elle est totalement détachée. Swizz Beatz raconte des histoires où elle était là et on n'a même pas l'impression qu'elle était là en fait. Elle est en mode vraiment spectatrice et ça m'a pas surpris quand elle a fait son retour il y a 2 ans avec la chanson Reload que ça ne se classe absolument nulle part, parce que dans cet écosystème là, au vu de son ADN de carrière, rapologiquement parlant, il n'y a pas grand monde que ça peut intéresser. C'est donc le moment de me dire quelles sont vos chansons préférées de Eve et surtout votre couplet préféré de Eve en fait. Elle a tellement de couplets par-ci par-là, tellement de couplets pour moi un peu iconiques que je veux savoir dans les commentaires quel est votre couplet préféré. Et du coup, est-ce que vous comprenez sa carrière? Est-ce que vous comprenez aussi l'impact qu'elle a pu avoir dans le game? Est-ce que vous comprenez les choix qu'elle a pu faire? Est-ce que vous avez ressenti cette disparité du personnage, le fait que finalement elle était une personne au début, qu'elle l'a incarné, cette espèce de boxeuse, et qu'au final la vie a fait en sorte qu'elle n'ait plus du tout envie de revenir à ça, et que bon, pour elle, elle a évolué vers autre chose, même si finalement ça l'a aussi balayé de son play rap. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle a refusé de suivre Dr. Dre, ou est-ce qu'elle a eu tort de le faire comme je l'ai longtemps pensé? Parce que mon rêve, c'était d'avoir un album de Ivy produit par Dre. Il lui a fait Let Me Blow Your Mind, il lui a fait Satisfaction. Voilà quoi, il y avait un album à faire entre les deux. Bref, est-ce que vous comprenez son choix, ce qui est aussi compréhensible au vu de ses aspirations musicales à elle-même, même si moi je ne voulais pas l'entendre chanter. Bref, dites-moi ce que vous pensez de sa carrière et aussi du son de Swizz Beatz en fait. Est-ce que pour vous, les chansons de Swizz Beatz ont bien vieilli, ou est-ce que pour vous, elles ont mal vieilli? Et ça, c'est un très long débat. Et je ne veux pas vous influencer, donc je vous dis rien. Aussi ce qu'elle vaut rapologiquement parlant aujourd'hui face à des rappeuses comme Lizzo, Cardi B ou encore Nicki Minaj. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.